L'Albatros, c'est un poème de Baudelaire qui se trouve dans Les Fleurs du Mal, dans la deuxième partie, Spleen et idéal. Chez Baudelaire, le spleen, c'est ce mal-être, ce sentiment d'exil que l'on ressent lorsqu'on compare l'idéal et la réalité. Justement, l'Albatros parle de cela. L'oiseau, à l'aise dans les airs, est moqué dès qu'il se trouve à terre. Cette petite anecdote a été inspirée à Baudelaire lors d'un voyage en bateau. Ironiquement d'ailleurs, ce voyage qui devait l'amener en Inde s'est interrompu à l'île Maurice. Dans ce poème, l'anecdote a une valeur de parabole. La figure du poète est mise en parallèle avec l'oiseau afin de faire comprendre au lecteur la sensation d'incompréhension, la solitude de l'artiste en quête de beauté. Baudelaire fait partie de cette génération de poètes décadents que Verlaine a rassemblé sous l'appellation de poète maudit. La déchéance de l'oiseau majestueux, lorsqu'il se trouve au sol, représentera pour Baudelaire la condition du poète, inadapté à la réalité et incompris de ses contemporains. Ma problématique. Comment Baudelaire invite le lecteur à suivre la mésaventure de l'Albatros pour mieux illustrer sa conception de la condition du poète. Et mon annonce du plan, d'abord nous allons voir comment l'histoire est racontée afin de nous faire prendre l'Albatros en pitié. Ensuite nous verrons comment ce poème met en contraste deux situations opposées, celle de l'Albatros majestueux et celle de l'Albatros gêné et maladroit. Enfin, nous verrons comment cette histoire devient une métaphore filée, éclairant la conception baudelairienne de la condition du poète. Nous allons maintenant lire le texte. L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Première partie. Ce poème est d'abord une anecdote qui nous invite à prendre l'Albatros en pitié, et première sous-partie, Baudelaire raconte une anecdote qui aura à la fin une valeur de parabole. En effet, contrairement à de nombreux poèmes des Fleurs du Mal, ce poème n'est pas un sonnet, nous avons 4 strophes de 4 vers. Cette structure révèle un fonctionnement différent. Plus narratif que le sonnet, ce poème est en fait plus proche d'une fable, avec une histoire courte suivie d'une morale qui vient l'éclairer. Nous pouvons voir cela dans les temps qui sont employés dans le texte. Les 3 premières strophes sont au présent de narration, du verbe prenne jusqu'au verbe mime. C'est l'anecdote qui est racontée. Nous avons des verbes d'action. Le verbe prendre, par exemple, précipite l'action dès le début du poème. Avant même que l'albatros ne soit présenté, vastes oiseaux des mers, il est déjà pris par les marins. Ce verbe est en plus séparé de son sujet, les hommes d'équipage, par un saut de ligne. C'est un enjambement. Cet enjambement augmente l'impression de précipitation. Dans la dernière strophe, nous avons un présent de vérité générale. Le poète est semblable. Cette dernière strophe donne à l'anecdote sa dimension symbolique. Le poète, en première position dans cette strophe, fait écho au voyageur ailé, qui est en première position dans la strophe précédente. Ces termes sont désignés avec des articles définis. Ce voyageur ailé, le poète, ce qui leur donne une dimension générale, abstraite. Voilà pourquoi le poème s'appelle l'Albatros et non les Albatros. Cela souligne la dimension symbolique de l'oiseau. Ce qui nous fait prendre en pitié l'Albatros, c'est d'abord la cruauté des matelots, souvent pour s'amuser. Dès le début du poème, ces deux circonstants insistent sur la récidive des matelots et l'absurdité, l'inutilité de leur acte. Ce n'est qu'un jeu. Les hommes d'équipage sont anonymes, ils ne sont pas décrits. Nous savons juste qu'il y en a plusieurs. Quand ils font des actions, les matelots sont désignés par des pronoms. L'un agace son bec, l'autre mime. Cela donne l'impression que toutes les actions des matelots ne sont pas rapportées. Le détail du brûle-gueule ajoute un aspect agressif à cette scène. Le brûle-gueule est une pipe très courte, donc la bouche est proche du foyer. Cette fois, l'oiseau est atteint dans son intégrité physique, il est maltraité alors qu'il est désigné dès le début comme un compagnon de voyage. Cela renforce l'impression d'injustice. Et troisième sous-partie, la maladresse de l'albatros est montrée en spectacle, pratiquement comme au théâtre. En effet, l'animal est posé sur les planches, cela évoque évidemment les planches du théâtre. Il est donc le centre de l'attention. Un matelot mime l'oiseau en boitant, comme dans une pièce comique ou un laddi de la Commedia dell'arte. Ainsi l'albatros est comme montré du doigt par la syntaxe. Ce voyageur, qu'il est gauche et veule, le démonstratif ce est suivi d'un point d'exclamation. Lui naguère si beau. Le pronom personnel, lui, est rejeté tout seul en début de phrase, séparé du reste par une virgule, et nous avons une multiplication de points d'exclamation.
La description de l'albatros, dont les ailes sont comparées à des avirons, nous laisse penser que cette métaphore nautique provient du regard des matelots. Les rimes en e, ont eux, à côté d'eux, complétées avec des assonances qui sont imposées par les alexandrins en e, laissent-eux piteusement leurs grandes ailes blanches, allongent les phrases et rendent compte effectivement du rythme traînant et boiteux, même la forme du poème mime l'oiseau. Transition vers la deuxième partie. La narration permet à Baudelaire de créer un poème en mouvement, avec un avant et un après, des contrastes. Ces jeux d'opposition mettent en valeur la sensation d'exil que Baudelaire souhaite partager avec son lecteur. Deuxième partie. Ce poème met en contraste deux situations opposées pour mieux faire ressortir une opposition de valeurs. Première sous-partie, le poète admire les qualités de l'oiseau, qui est parfaitement adapté à son milieu. Vastes oiseaux des mers, c'est la première périphrase que Baudelaire utilise pour désigner les albatros. Dans cette phrase, nous pouvons trouver un hypallage, c'est une figure de style qui consiste à associer un adjectif à un mot, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il soit associé à un autre. Ici, l'adjectif vaste est appliqué aux oiseaux, alors qu'on attendrait plutôt qu'il soit appliqué à la mer. Ce décalage d'association crée en fait une proximité entre l'albatros et la mer, qui partagent les mêmes caractéristiques. Les ailes de l'albatros font l'admiration de Baudelaire, qui insiste sur ce mot. Il apparaît 3 fois dans le poème. Dans la deuxième strophe, leurs grandes ailes blanches. Dans la troisième, ce voyageur ailé. Et dans la quatrième, ses ailes de géant. Tout au long du poème, nous trouvons également des allitérations en L et en S, le navire glissant, etc., qui imitent le vol de l'oiseau. Les rythmes du poème varient aussi en fonction de l'albatros. Les vers 3 et 4 sont complémentaires, qui suivent indolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Le verbe suivre est séparé de son complément d'objet direct, le navire, ce qui crée une suspension jusqu'au vers suivant, comme si la lecture suivait le vol de l'oiseau. Le mot indolent signifie étymologiquement sans douleur. Dans leur élément, les albatros se déplacent sans effort. Deuxième sous-partie. Baudelaire nous montre ensuite une déchéance très forte de l'albatros. Par le rythme des phrases, Baudelaire va ainsi illustrer son affaiblissement. Quand il est au sol, l'albatros est immobilisé. Le rythme des phrases est aussi ralenti. Les vers 7 et 8, par exemple, imitent l'immobilité de l'oiseau avec un rythme ample. Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. C'est l'absence de ponctuation qui allonge cette phrase. L'adjectif piteusement appelle le lecteur à la pitié. C'est un mot long et le rythme est rendu ternaire par la comparaison qui vient s'intercaler au milieu de la phrase, comme des avirons. Cette phrase appartient au registre pathétique. Par la suite, lorsqu'il est agacé par les marins, le rythme devient au contraire saccadé, avec des adjectifs groupés par deux, maladroit et honteux, gauche et veule, comique et laid. La troisième strophe comporte 3 phrases exclamatives, alors que les autres strophes correspondent chaque fois à une seule phrase. Le lecteur perçoit de cette manière la brusquerie du traitement de l'animal. L'albatros passe donc d'une situation élevée à la déchéance. Baudelaire va alors jouer sur ce contraste pour construire un système de valeurs. Ainsi, des termes opposés vont se trouver associés. Ce voyageur ailé devient veule, comme si le groupe de mots avait été comprimé en un seul. Cela illustre la réduction dont l'albatros est victime. Baudelaire utilise la figure de l'antithèse, c'est-à-dire le rapprochement de termes qui s'opposent sémantiquement au niveau du sens. Par exemple, le mot beau devient laid à la fin du vers. Dans le passage « Ces rois de l'azur, maladroits et honteux », le mot roi se trouve à l'intérieur du mot maladroit, comme si on lui avait ajouté des syllabes encombrantes, exactement comme les ailes de l'albatros deviennent encombrantes au sol. L'infirme qui volait, c'est le seul verbe du poème qui est au passé. Dans cette périphrase qui désigne l'albatros, l'imparfait vient priver l'oiseau de sa faculté principale et explique le terme infirme comme s'il était amputé de ses qualités. Ainsi, les termes qui se rattachent au ciel, à la hauteur, vont s'opposer aux termes qui se rattachent au sol. Les nuées se transforment en huées. Le rire de l'albatros envers l'archer devient le rire des matelots. L'albatros est bien passé de l'azur aux gouffres amers. Cette dernière expression évoque même l'enfer. Ma transition vers la troisième partie. Baudelaire se sert de ces oppositions pour mieux illustrer son propos. Il suscite l'empathie du lecteur envers l'albatros pour rendre son message plus émouvant et donc persuasif. En effet, on se rend compte à la fin du poème que cette anecdote a un sens plus profond. Troisième partie, le poème de Baudelaire est une parabole qui décrit la condition du poète maudit, incompris par ses contemporains. Première sous-partie, le poème valorise fortement la figure du poète à travers l'oiseau. Dans la dernière strophe, la comparaison est explicite. Le poète est semblable au prince des nuées. Cette phrase nous invite à relire le poème en faisant des analogies. Les termes élogieux utilisés pour l'oiseau peuvent ainsi se rapporter au poète. La lettre initiale du mot prince
fait écho à la lettre initiale du mot poète, que Baudelaire met en majuscule. D'ailleurs, l'expression prince des poètes désigne bien une lignée de grands poètes qui ont marqué l'histoire de la littérature. Comme l'Albatros, le poète se heurte à l'incompréhension de ses contemporains. L'Archer, du vers 14, représente une hostilité très forte. Il faut savoir qu'à sa publication, Les Fleurs du Mal ont valu à Baudelaire un procès, et il fut obligé d'y retrancher plusieurs poèmes. Le sentiment d'incompréhension et d'exil exprimé par Baudelaire proviennent sans doute des réactions du public. Baudelaire souhaite réhabiliter le poète qui n'est pas accepté dans la cité. Dès l'Antiquité, Platon écrit que le poète n'a pas sa place dans la République idéale car il ne fait que de fausses représentations. Par cette parabole, Baudelaire montre au contraire que ces représentations ont un sens véridique. Deuxième sous-partie. De même que l'Albatros, la condition du poète est double. Les termes élogieux utilisés pour désigner le poète ont en fait un double sens, le roi de l'azur, le prince des nuées. Ce sont des expressions ambiguës. En effet, le roi, le prince sont des personnages puissants, mais en l'occurrence, ils ne règnent que sur l'azur, les nuées. Les qualités du poète se révèlent en fait dans des choses abstraites, la recherche de la beauté, les mots, l'imagination. Ces ailes de géant représentent en fait les facultés du poète qui écrit. Dans une critique d'art, le Salon de 1859, Baudelaire écrit un texte sur l'imagination qu'il appelle la reine des facultés. Est-ce là ce qui est symbolisé par les ailes de géant de l'Albatros ? Baudelaire mène une réflexion sur le travail du poète. Ainsi, juste au moment où sont révélées les analogies entre le poète et l'Albatros, nous avons la subordonnée qui hante la tempête. Cette proposition illustre la conception baudelairienne de la recherche de la beauté. La beauté est toujours un peu étrange, inquiétante, cachée comme dans un orage. Le poète hante donc la tempête, car c'est là qu'il trouvera la matière de ses poèmes. Tempête et poète forment en plus dans ce vers une rime interne. Le verbe hanter aussi est riche de sens. Il signifie que le poète est à la fois présent et absent dans sa poésie. Et c'est justement ce qui se passe dans ce poème. Alors qu'il n'est pas mentionné pendant toute l'anecdote de l'Albatros, c'est bien lui qui est le sujet principal de ce texte. Troisième sous-partie. Le poème fonctionne donc comme une métaphore filée. La dernière strophe nous donne des clés de lecture qui nous invitent à relire le poème. Entre le vers 14 et le vers 15, nous avons un basculement extrêmement rapide de la situation. L'Albatros se rit de l'Archer pour se trouver immédiatement exilé sur le sol au milieu des huées. Ces deux vers synthétisent tout le poème en raccourci. Le mot exilé est très fort, et c'est un participe passé qui a un sens passif. Par qui le poète est-il exilé ? Qui est symbolisé par les hommes d'équipage ? Il faut relire le poème pour comprendre que la métaphore est filée et nous offre de nouvelles interprétations. Le poète n'est pas simplement exilé dans le monde réel, il est surtout exilé au milieu des huées, c'est-à-dire au milieu des critiques. Dans ce poème, Baudelaire s'en prend non pas à l'opinion publique, qui serait plutôt symbolisée par le navire, mais surtout aux critiques qui mettent le poète sur le devant de la scène, sur les planches, pour mieux le dénigrer. On peut d'ailleurs entendre les critiques comme un discours direct, qui l'égauche et veule. La scène du brûle-gueule devient alors très riche de sens. Si l'on brûle le bec de l'oiseau, c'est qu'on bâillonne le poète. Or, Baudelaire souhaite faire comprendre que la critique ne serait rien sans les poètes. L'infirme qui volait. L'article défini devant infirme exprime bien que le seul capable de voler, c'est l'Albatros. Le navire glisse, mais les matelots sont immobiles. Si l'Albatros est pris, c'est par manque de méfiance, car dans son vol, il est capable d'aller plus vite que le navire lui-même. Enfin, lorsque Baudelaire compare ses ailes à des avirons, c'est paradoxal, car justement les avirons sont ce qui permet d'avancer quand on est en bateau. Le mot empêcher, qui se trouve à la fin, prend alors tout son sens. Le procès, la censure, les critiques, faites pour amuser la galerie, tout ça empêche le poète de marcher, c'est-à-dire de faire avancer la création et l'art. Conclusion. Dans son poème L'Albatros, Baudelaire invite son lecteur à l'empathie avec l'oiseau. Loin d'être complètement incompris, le poète parvient à faire passer un message en utilisant des procédés sophistiqués. Les jeux de sonorité, les jeux de rythme, la mise en place d'une histoire et d'un symbole sont justement des dispositifs qui lui permettent de toucher son lecteur, voire de le révolter. Baudelaire ne présente pas le poète uniquement comme une victime, le poète maudit. Il s'adresse directement au lecteur, qu'il appelle mon semblable, mon frère dans la préface aux Fleurs du Mal. Il l'engage à faire preuve de compréhension, et en même temps, il fustige la critique qui sait se moquer mais qui ne sait pas voler. Le poème de l'Albatros est ainsi l'un de ces poèmes riches de sens qui connaît une grande postérité. On rencontre ailleurs le même symbole de l'artiste embarrassé par son génie qui est représenté par ses mains. Tournez-vous par exemple vers un film comme Édouard aux mains d'argent. Tim Burton illustre de façon contemporaine le même symbole que l'Albatros.